Donc des hommes, si vous voulez, des hommes et un nouveau droit politique. Alors les hommes, je me suis intéressée à eux. Parmi ces hommes, il y a un noyau très important de Français. Évidemment, ça m'a beaucoup frappé. À la fois des scholars, c'est-à-dire on dirait aujourd'hui des intellectuels, mais ce n'est pas tout à fait ça. Dumoulin, François Baudouin, Hubert Languet, Duplessis-Mornay, Baudin, François Hautemann, des militaires, Marnix de Saint-Aldegonde, François Delanoux. Le noyau français est très important. Mais ce noyau français est lié à tout un réseau international déjà en formation, comme celui, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les écrits de l'érudite anglaise Frances Yates, Frances Amelia Yates, si vous voulez, tout un parti de politique à l'échelle européenne, eh bien, au fond, ce réseau s'est mis au service du prince d'Orange. Alors, c'est dans ce réseau que s'est élaboré, à travers des textes, je vais aller très vite là, une nouvelle pensée du droit politique. Et alors, pour le dire très simplement, au fond, qu'est-ce qu'elle a de nouveau? Qu'est-ce que cette nouvelle pensée? Qu'est-ce qu'elle a de nouveau? D'abord, là encore, on pourrait marquer la rupture avec ce qui l'a précédé. La langue politique commune de l'Europe médiévale, eh bien, c'était deux choses, on peut dire. C'était d'abord le droit impérial, le droit romain. Vous savez que le droit romain avait été retrouvé par les glossateurs glosés. Et c'était celui qui s'imposait à toutes les discussions politiques et juridiques de l'Europe. Tous ces penseurs sont des critiques de François Baudouin à Baudin du droit romain. Et d'ailleurs, c'est cette critique du droit romain qui est la responsable de quelque chose que je pense vous connaissez tous, la naissance de la philosophie moderne qu'on appelle l'école du droit de la nature et des gens. Pourquoi l'appelle-t-on l'école de Grotius si vous voulez, à Locke? Pourquoi on l'appelle l'école du droit de la nature et des gens? Tout simplement parce que cette école n'utilise pas le droit romain, elle utilise un autre droit, un droit de la nature. Et bien, ce décalage de ne plus chercher le droit dans les textes romains, mais de le chercher soit alors dans ce qui est naturel, c'est-à-dire dans un monde chrétien, n'est-ce pas, dans la Bible et dans les évangiles, ou dans un calcul de la raison. Certains font une équation comme Grotius et comme Hobbes et comme Spinoza entre finalement les normes qu'on trouve dans les textes chrétiens et le calcul de la raison. Voilà, c'est la première orientation fondamentale de tout ce groupe. Mais la deuxième orientation fondamentale, l'élaboration d'une nouvelle conception des rapports, si vous voulez, de la puissance et de la République. Et celui qui a fait ça, c'est Baudin. Et là, je voudrais en dire un mot, parce que ça, c'est une chose absolument fondamentale. Si vous voulez, au fond, pourquoi Baudin compte tellement dans l'histoire de la pensée politique, de la figure moderne de la politique? Eh bien, tout simplement parce que c'est lui qui a élaboré l'idée d'un État républicain. Auparavant, il y avait des États d'un côté, ils étaient impériaux, des républiques de l'autre, il n'y avait pas d'État. Pas vraiment d'État, c'était le peuple qui était le gouvernement directement, avec évidemment. Tandis que Baudin, et alors, comment Baudin s'y est pris pour, au fond, avoir un État qui ne soit pas impérial mais républicain? Eh bien, par un double processus tout à fait admirable. D'abord, l'idée de concentrer la puissance, n'est-ce pas? C'est-à-dire de réunir entre les mains d'un seul souverain, à l'encontre de l'idée médiévale, seigneuriale, que la meilleure façon de se débarrasser de la puissance est de la disséminer, de donner, n'est-ce pas, la puissance à toutes les seigneuries, à toutes les communautés. Non, lui, Baudin a estimé qu'il faut la concentrer, c'est-à-dire, donc, si on la concentre, on retire la violence, on retire la force, on retire la guerre du corps politique et on si vous voulez, on le pacifie. Si un seul détient la puissance, et la puissance, Baudin réfléchit sur le cœur de la puissance, c'est le droit de glaive, c'est le droit de vie et de mort. Qu'est-ce que c'est que la force? C'est jusqu'au bout, c'est le droit de mettre à mort. Bon. Et d'ailleurs, il réfléchit sur le merum imperium, c'est-à-dire la puissance en propre, l'empire. Bon, on le donnera, on le concentrera. Et deuxièmement, deuxième opération, mutation de la puissance. La puissance, n'est-ce pas, une fois qu'elle a été retirée du corps politique, et que ce corps politique est entièrement pacifié, elle est un pouvoir non pas de faire la guerre, en particulier à la société civile, mais de régler les conflits par la loi, n'est-ce pas, par le droit. Et donc,
et là, je n'ai pas le temps de développer, mais on y reviendra si vous voulez bien dans la discussion, c'est un virage par rapport au fond, à toutes les directions qui avaient été prises dans l'Europe médiévale, où on avait dit, bon, il y a deux façons de réduire la force, soit on la dissémine, je viens de l'évoquer, dans les seigneuries, et on réduit comme ça l'empire, soit on la hiérarchise sous l'auctoritas, la potestas, n'est-ce pas? La puissance, la manu, c'est moins que l'autorité spirituelle. Mais Bodin ne fait pas ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en fait, on soumet la politique à l'Église. Mais Bodin ne fait pas ça du tout. Il est tout à fait en rupture avec l'histoire médiévale, puisque, si vous voulez, il ne revient pas vers la seigneurie, et il ne revient pas non plus au fond, vers la puissance de l'Église. Et le résultat, c'est que ce droit politique de la souveraineté, nous en sommes très fiers, évidemment, les Français, parce qu'on l'a prêté à tous les États modernes, n'est-ce pas? Il n'a pas que des avantages. Hein. Ne croyez pas que je suis une critique du droit politique de la souveraineté, je vous expliquerai pourquoi. Mais il a eu comme résultat l'idée de la pacification du corps social, le légicentrisme et la mise en cause fondamentale de l'imperium et du dominium, c'est-à-dire l'indépendance des États-nations à l'égard de l'Empire, la liberté des francs sujets, puisque Bodin si vous voulez, discute au fond, le pouvoir comme rapport de maîtrise, c'est-à-dire qu'on peut trafiquer des corps, comme le dira plus tard Pufendorf, c'est presque un commentaire de Bodin, les hommes ne sont pas des choses, ils ne se possèdent que par institution. Donc il n'y a plus de maîtrise. Le pouvoir ce n'est pas une maîtrise. Et voilà, ça c'est la première chose. C'est ça, si vous voulez, pourquoi Bodin est incontournable. L'autre grand texte, et c'est un texte évidemment qui est de 1576 au cœur, n'est-ce pas, de cette insurrection des Flandres. L'autre grand texte, il a un nom à coucher dehors et il est beaucoup moins connu que celui de Bodin, c'est Vindicier contre Tyrannos. On l'attribue en général à Hubert Languet et à Duplessis Mornay. Alors, qu'est-ce que c'est quelle est l'importance de ce texte? Eh bien, c'est une critique de la monarchie, une destruction de la monarchie sacrée, n'est-ce pas? Et l'instauration de la théorie du pacte, avec un opérateur conceptuel extraordinaire, et évidemment venu du protestantisme, seul Dieu est Seigneur. Donc, si seul Dieu est Seigneur, eh bien, ce n'est pas par la divinisation, ni par la filiation, ni par l'onction, mais par l'alliance que les rois et les peuples régissent le rapport avec Dieu, autrement dit par le pacte. Il n'y a plus... et donc c'est la fin de la théorie du César-Christ, qui avait été si fondamentale dans l'Empire, mais c'est la fin de la théorie de la monarchie sacrée, n'est-ce pas, des corps du roi que Kantorowicz a étudié. Et c'est la fin du droit divin, n'est-ce pas, du roi, et de la divinisation de la puissance. Et d'ailleurs, c'est dans ce texte qu'il est dit pour la première fois que c'est le peuple, non le roi, qui ne meurt jamais. Bref, le droit du peuple. Et alors, il y a une convergence, évidemment, très fondamentale entre Bodin et ce texte, bien qu'ils n'aient pas ni les mêmes confessions, ni les mêmes orientations. C'est que seul Dieu, sur l'imperium, sur la critique de l'imperium et du dominium, seul Dieu a l'empire de la terre, seul Dieu est le maître. Et dans les deux textes, vous avez une première esquisse, n'est-ce pas, des droits des francs sujets et une mise en cause, n'est-ce pas, de l'esclavage. Et là aussi, n'est-ce pas, il y a évidemment la légitimation, parce que les rapports entre le peuple et le roi, et entre si vous voulez, les membres du peuple sont régis par le pacte, et bien qui trahit le pacte peut se voir opposer un droit de résistance, donc droit à l'insurrection. Alors, j'en termine. Le résultat, au fond, de ces grands textes, a conduit évidemment à une nouvelle figure du prince moderne. Le prince moderne, ce n'est plus la raison d'État, ce n'est plus le grand capitaine condottière, c'est le représentant du peuple, le représentant des États généraux. Et évidemment, elle a aussi abouti à une inscription à l'état civil de l'histoire de textes juridiques qui n'avaient jamais existé avant, en particulier des déclarations d'indépendance. Tout le monde connaît la déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, mais la première déclaration d'indépendance, c'est la déclaration
de 1581, la déclaration de déchéance de Philippe II. D'ailleurs, elle se ressemble sur bien des points. Quand on regarde les textes, ce sont des textes qui sont très proches. Et enfin, l'autre résultat, c'est le développement de l'idée républicaine en Europe. Et cette idée républicaine, à partir de ce moment-là, elle ne disparaîtra plus jamais. Elle a cheminé d'abord à travers le grand dessin d'Henri IV et de Sully, mais on la retrouve, vous voyez, l'idée d'une république en Europe, à l'échelle même de l'Europe, au XVIIIe siècle, chez l'abbé de Saint-Pierre, chez Jean-Jacques Rousseau, chez Kant. Sur le plan d'ailleurs même politique, elle a pris la forme, vous savez, de l'équilibre européen. On connaît ça, cet équilibre européen qui s'est institué au XVIIe siècle, c'est-à-dire que les États, les différents États, n'est-ce pas, la France, la Suède, l'Angleterre, etc., ne voulaient plus d'une unité impériale et en fait se substituer à l'unité impériale l'équilibre des États-nations. Alors, je conclus en disant que de cette figure moderne, évidemment, du pouvoir, eh bien, on devrait, vous voyez, pouvoir aujourd'hui reconnaître que au fond, la République est née de la conjonction de traditions différentes, n'est-ce pas ? République de cité, République d'État, que, en vérité, de traditions différentes et de traditions différentes à l'échelle même, si vous voulez, de l'Europe. Et par conséquent, il me semble que peut-être ce n'est pas par hasard, n'est-ce pas, c'est comme une sorte de remords fructueux que c'est à Bruxelles qu'aujourd'hui, et donc je laisse la parole à notre ami, que c'est à Bruxelles qu'il y a, si vous voulez, le Parlement européen, c'est-à-dire l'espoir, qui est resté seulement pour l'instant encore un espoir, d'une république, cette fois-ci non pas en Europe, mais peut-être de l'Europe. Voilà. Oui. C'était trop long, on va parler de